Bonjour mesdames et messieurs, l'heure est à l'information sur la télévision du Monde. Bienvenue aux 13h, dont voici le sommaire. Une de l'actualité, climat sociopolitique dans la région de l'Est houleux, notamment à Bertois, malgré la clôture de dépôt des candidatures, de dossiers de candidature lundi dernier, les représentants des partis politiques en cours pour le double scrutin leur motivation dans ce journal. La société de distribution d'énergie électrique a un nouveau directeur. Le français Eric Mansoui sera à la tête des Néo désormais. Dans ce journal, nous vous proposons quelques grandes lignes du parcours de ce grand homme. À l'international, justice et ont pris les assauts des rues. Retour sur ces manifestations dans cette édition de l'information. Ouvrons cette édition de l'information de la mi-journée en politique où le climat politique reste sous tension dans la région de l'Est en général, notamment à Bertois où, malgré la clôture des dépôts de dossiers de candidature, quelques candidats aux élections du double scrutin se crêpent les chignons pendant que la délégation des LECAM de l'Est 2020. Nos reporters Jean-Germain Yetna et Babis Yelem nous en disent plus sur les lieux. Le climat politique reste tendu dans la région de l'Est malgré la clôture de dépôt des dossiers de candidature des responsables des partis politiques en cause pour le double scrutin de février 2020 se regardent en chien de faïence. Les stratagèmes auxquels les partis politiques enquêtent dure pour des pouvoirs, et notamment le Parti national des patriotes camerounais, ont fait face lors de la constitution et surtout du dépôt des dossiers relatifs au double scrutin du 9 février 2020 sont purement et simplement antidémocratiques. Dans la famille politique du MRC à l'Est, doit régner un calme serein pour le moment, parce que ceux qui sont là ont d'abord confiance aux leaders qui sont en tête. Ils savent que ce n'est pas une décision qui vient de nulle part. C'est une décision bien pensée, sagement mûrie. Et ils l'ont acceptée avec beaucoup de sportivité. Dans la section Lomé-Djerem Sud, nous sommes sereins. Le climat est bon enfant. Et nous avons essayé de faire le consensus au niveau de notre parti. Et tout s'est déroulé dans la convivialité. Et à ce jour, nous attendons juste, n'est-ce pas, la décision au niveau de l'ECAM qui doit nous confirmer, n'est-ce pas, notre liste. De son côté, la délégation régionale d'Elections Cameroun de l'Est est à pied d'œuvre pour vérifier les 40 listes déposées pour les municipales et les 4 dossiers reçus pour les législatives. Au municipal, nous avons reçu 40 listes pour 9 partis politiques. Aux législatives, ceux qui ont déposé au niveau de la région de l'Est, on a reçu 4 pour 4 partis politiques aussi, sous réserve de ceux qui ont déposé directement au niveau de la direction générale des élections. Nous attendons faire les dépouillements pour enclencher la suite des opérations dans le cadre des doubles scrutins. En attendant la publication définitive de la liste des candidats au double scrutin, le membre du conseil électoral en charge de la région de l'Est vient de boucler sa tournée qui avait pour objectif toucher du doigt le niveau d'avancement des préparatifs des élections législatives et municipales du 9 février 2020. La
La société de distribution d'énergie électrique a un nouveau directeur. Le Français Emmanuel Mansui est le nouveau patron d'Eneo. Il a été nommé lors d'une session du conseil d'administration de la dite entreprise. C'était hier, 28 novembre 2019, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Bien avant sa nomination, Eric Mansui était jusqu'ici le directeur adjoint en charge de la distribution et du commerce de la société de distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Ingénieur spécialisé en électromagnétique de formation, sorti de l'Institut national polytechnique de Grenoble en France, le parcours professionnel du nouveau directeur général l'a conduit à Électricité de France, entreprise dans laquelle le Français a roulé sa bosse pendant près d'un quart de siècle. En moins d'un an, parce qu'ayant rejoint l'entreprise au mois de janvier 2019, Eric Mansui a été porté à la tête d'Eneo Cameroun ce jeudi 28 novembre 2019 au cours du conseil d'administration de l'entreprise tenu à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Crédité d'une grande expérience en matière d'électricité, l'ingénieur français aura à cœur de relever d'énormes défis, notamment en matière de distribution d'une bonne qualité de courant électrique dans les ménages à travers les 10 régions du pays. Eric Mansui remplace à ce poste le Camerounais Joël Nana Conchou qui a jeté l'éponge parce qu'en désaccord avec la tutelle. Rappelons que l'ancien directeur avait été nommé à la tête d'Eneo en juillet 2014. Eric Mansui se penchera désormais au partage des connaissances et aux investissements sociaux pour parer à toute autre éventualité de délestage dans notre pays. Un important stock de médicaments illicites estimé à une valeur de 80 millions de francs a été saisi par les membres du comité de lutte contre la vente de médicaments illicites, chapeauté par le gouverneur de la région de l'Ouest qui, pour la circonstance, était remplacé par son secrétaire général Gilles Sadi. Retour sur les faits dans ce reportage. Les éléments du peloton routier motorisé de Bafoussam ont servi sur l'axe Magba-Fumban lors d'un contrôle de routine ont dans la nuit du 15 au 16 novembre 2019 à Ndimoum procédé à l'interpellation d'un camion dont le chauffeur déclarait transporter des sacs de son riz. Une fouille minutieuse du camion a permis de découvrir, dissimulés entre les sacs, des cartons de médicaments. Alors, le peloton routier motorisé de Bafoussam en service sur l'axe reliant Magba au Fumban, précisément au lieu d'Indjimoum, a dans la nuit du 15 au 16 novembre 2019 interpellé un camion dont le conducteur disait transporter des sacs de son de riz. Le flair du gendarme a fait qu'on demande une fouille du véhicule. Le carton en provenance d'un pays voisin se rendait à Bafoussam, passant par Magba. Le camion ramené à la Légion de la Gendarmerie de l'Ouest. Une équipe de la délégation régionale de la santé a procédé à une évaluation qualitative et quantitative de ces médicaments qui n'ont pas suivi le circuit normal d'approvisionnement et transportés dans de très mauvaises conditions. On les a estimés à une valeur d'environ 80 millions de francs CFA. C'est un message à passer à la population. C'est que dès qu'ils sont malades, qu'ils se rendent dans des formations sanitaires, se fait consulter par des professionnels de la santé qui vont leur délivrer des ordonnances et qui s'approvisionnent dans des pharmacies qui se trouvent dans des hôpitaux et des centres de santé et également dans des officines. C'est là des médicaments qui sont bien conservés et c'est bon pour leur santé parce qu'il ne faut pas oublier qu'un médicament, s'il est mal conservé, devient un poison et ça devient un danger pour la population. Ces médicaments illicites ont été incinérés hier, 27 novembre, à la décharge municipale de Bafoussam, sous le regard bienveillant des membres du comité régional de lutte contre la pratique illégale de la médecine et la vente illicite des médicaments, conduit par le secrétaire général des services du gouverneur, Gilles Christian Sadi, pour qui la lutte contre les médicaments de la rue va s'intensifier. Comme vous le savez, le gouvernement de la République, à travers le ministre de la Santé publique, a lancé, vous le savez, depuis plusieurs mois, une campagne intensifiée de lutte contre la contrebande pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national.
Et dans la région de l'Ouest, dans cette optique, le gouverneur a mis sur pied depuis quelque temps une commission justement en charge de la lutte contre ces médicaments, ces faux médicaments, et en charge aussi de développer des stratégies pour stopper ce phénomène justement qui porte à mal la sécurité sanitaire des populations. Occasion pour le délégué régional de la santé de l'Ouest de réitérer aux populations de se rapprocher des formations sanitaires ou des officines pour acquérir des médicaments de qualité. Pour l'heure, une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cet autre cas de trafic de faux médicaments. Les suspects sont d'ores et déjà entre les mains de la justice. Malheureusement, l'un d'eux est en fuite. Le conseil de cabinet du mois de novembre 2019 s'est tenu hier à Yaoundé, à l'immeuble Étoile. Des travaux qui étaient dirigés par le docteur Joseph Diongouté, Premier ministre chef du gouvernement. Le reportage de Frédéric Moutomé et de Elvis Ngoué. Contexte, enjeux, défis et principale orientation du projet de stratégie nationale de développement 2020-2030, la thématique était au cœur du premier exposé conduit par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire lors de ce conseil de cabinet du 28 novembre 2019 présidé par Joseph Diongouté, Premier ministre chef du gouvernement. Notre pays, sous la très haute impulsion de son Excellence Paul Biya, s'est doté d'un document de planification stratégique sur la base d'une vision 2035, avec comme objectif de faire du Cameroun un pays émergent. Ce document, le DSE, est entré en application depuis 2009. Depuis 2009, c'est-à-dire 10 années plus tard, la première phase de la mise en œuvre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi est arrivée à son terme. L'occasion pour nous d'évaluer les résultats obtenus, mais surtout de préparer la seconde phase, une phase décennale qui va de 2020 jusqu'à 2030. Un exposé épine dorsale de ces travaux qui a permis au ministre Alamine Ousmane Meh de revenir sur la planification de la deuxième phase de la vision de l'horizon 2035. Il est important de dire ici que la volonté constante du président de la République de conduire notre pays vers son émergence se traduit par la nécessité d'une transformation structurelle. Transformation structurelle pour que l'industrialisation soit une réalité, que les emplois soient créés de manière abondante, des emplois de qualité, que la richesse puisse être créée suffisamment, et que cette richesse puisse également faire l'objet d'une redistribution équitable auprès des populations. Axé sur 4 points prioritaires, à savoir la mise en place des conditions favorables à l'accumulation de la richesse nationale, l'amélioration des conditions de vie des populations et leur accès aux services de base, le renforcement des mesures d'adaptation et d'atténuation des effets des changements climatiques, mais aussi l'amélioration de la gouvernance pour renforcer la performance de l'action publique en vue de l'atteinte des objectifs de développement. C'est tout le sens de l'orientation nouvelle qui va soutenir notre stratégie de développement pour les 10 prochaines années, faire en sorte que la transformation structurelle de l'économie camerounaise puisse conduire notre pays vers l'industrialisation, une industrialisation qui fera de nos produits, de matières premières, des matières premières comme ingrédients à nos industries, créer de la valeur ajoutée dans le cadre des chaînes de valeur. L'agro-industrie, l'agriculture sont certainement les socles de notre futur développement. Cette transformation doit s'accompagner par une amélioration du climat des affaires, une meilleure gouvernance, un renforcement du rôle stratège de l'État, son accompagnement comme facilitateur dans un contexte où le climat des affaires est nettement amélioré, dans le but évidemment de faire de la promotion du secteur privé un élément central de la politique de développement du Cameroun. Des priorités pour le gouvernement en cette fin d'année 2019 et en perspective de l'exercice 2020 qui pointe déjà à l'horizon et pour lequel les axes prioritaires sont fixés à travers le projet de loi de finances 2020 en préparation à l'hémicycle des Verts de Ngouaekele à Yaoundé.
Mesdames et messieurs, à présent, ouvrons la page internationale et allons à Santiago où les manifestants qui avaient été blessés aux yeux sont descendus dans la rue pour clamer justice. Ils avaient été blessés lors des manifestations sociales qui animent le pays depuis près d'une quarantaine de jours. Reportage Euronews. Ces centaines de Chiliens ont manifesté contre les violences des forces de l'ordre à Santiago. 200 manifestants ont perdu un œil ou presque depuis le début de la contestation sociale le 18 octobre. La semaine dernière, le gouvernement a suspendu l'utilisation de ces munitions controversées que sont les balles en caoutchouc et au plomb, mais les blessés réclament justice. J'étais sur la Plaza Italia, là où les gens se rassemblent tous les jours. Et des forces spéciales sont arrivées. J'ai vu l'un des hommes mettre son fusil sur l'épaule, me viser au visage. Puis j'ai senti le sang couler, mon visage enflé, et je suis tombé au sol. Et j'ai perdu un œil. Le président chilien a promis qu'il n'y aurait pas d'impunité contre les auteurs de ces violences, mais il a aussi annoncé que le nombre de policiers dans les rues augmenterait et que de nouveaux pouvoirs seraient accordés aux forces armées pour protéger les infrastructures publiques. Hier, le gouvernement chilien s'est aussi réuni pour la première fois avec les syndicats à l'origine des appels à manifester depuis 40 jours maintenant. Ils réclament notamment une augmentation de 50% du salaire minimum et la fin du système de retraite privatisé hérité de la dictature Pinochet. Et c'est une grande première. En Israël, la municipalité de Tel Aviv a décidé d'autoriser le transport des bus les jours de sabbat et de judaïsme. Une grande nouveauté dans un pays où la plupart des villes interdisent le transport à cette période. Reportage. À Tel Aviv, les Israéliens laïcs enregistrent une petite victoire. La municipalité vient d'autoriser la circulation de bus gratuits durant Shabbat. Dorénavant, des navettes circuleront le samedi, jour de repos dans le judaïsme. Testés la semaine dernière, plus de 10 000 passagers ont été transportés entre vendredi soir et samedi soir. Si beaucoup ne s'en rendent pas compte, ces minibus représentent pourtant une grande avancée dans un pays où la plupart des transports s'arrêtent pour Shabbat. Quand j'étais dans les minibus, j'ai vu des touristes. Certains d'entre eux ont pris ce système pour acquis et n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une réalisation historique. Ceux qui avaient l'habitude de visiter Israël ont dit « merveilleux, ça m'a économisé un taxi et des kilomètres de marche ». En Israël, la plupart des villes n'autorisent pas la circulation des bus et des trains lors de Shabbat, une règle qui date de 1948 lors de la formation de l'État hébreu et décidée par la communauté orthodoxe et le Premier ministre de l'époque. Aujourd'hui, les Israéliens laïcs critiquent ce système et réclament l'arrêt de cette restriction. Nous nous battons pour cela depuis plus d'une décennie maintenant. Nous sommes donc très heureux, extrêmement satisfaits de cette décision de plusieurs municipalités d'exploiter des lignes de bus le jour de Shabbat qui ont été empêchées depuis la création de ce pays en raison de la contrainte religieuse. Pour l'heure, le service propose 6 itinéraires traversant Tel Aviv et sa banlieue. Cependant, les minibus ont pris soin de contourner les quartiers à majorité juive orthodoxe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de l'information de la mi-journée sur la télévision du Monde. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon après-midi à tous.